Bonjour monsieur, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. je suis Jean-Claude Bambanze, président de la société civile du territoire de Retour en déplacement à Goma. Vous êtes président de la société civile, permettez pour la tautologie. Récemment, le gouvernement congolais a levé le moratoire du crime de mort pour les traîtres. Quelle est votre opinion sur ces sujets? Bon, il faut dire que nous avons salué cette décision. Pourquoi? Parce que notre pays traverse des moments très difficiles depuis très longtemps et on a compris qu'il y a des personnes à l'interne qui facilitent ou favorisent les problèmes que nous subissons pour le moment, surtout dans le cadre des agressions, dans le cadre des affrontements que nous subissons pour l'instant. Il y a en tout cas déjà au plus haut sommet de l'État, dans le gouvernement, dans l'armée, un peu partout, déjà qui collaborent avec les ennemis qui viennent nous agresser et qui bénéficient en tout cas de ces statuts-là, des protections par rapport à cette loi. Et que donc, pour nous, la levée de ce moratoire, en tout cas, est une bonne chose dans la mesure où tous les traîtres vont s'amender et vont avoir peur de continuer à comploter. Cependant, il y a un élément très important que nous devons noter, c'est que pour appliquer ça, en tout cas, il faut qu'on ait une justice responsable. Une justice qui n'est pas malade, tel que le président a dit que la justice est malade. Face à une justice qui est malade, ce sera difficile qu'on applique aussi cette peine de mort. Pourquoi? Parce que nous allons craindre qu'il y ait des gens qui viennent se rendre compte et qui peuvent passer par cette levée du moratoire pour aller commencer à massacrer des innocents, qui de tout seulement se rendre compte. Et donc, c'est une bonne chose, mais en tout cas, nous instons qu'on doit travailler du côté de la justice pour qu'il n'y ait pas des innocents qui vont mourir gratuitement parce qu'il y a ceux-là qui veulent rendre compte à leurs collègues ou à d'autres personnes innocentes. Monsieur le Président, la guerre, parlons-en, la guerre continue. Il s'annonce que le président Tshisekedi pourrait rencontrer le président Paul Kagame pour une éventuelle discussion afin de voir comment désamorcer cette crise. Au même moment, les rebelles du M23 continuent à occuper les espaces. Récemment, vous avez été informé que Windi, Kibirizi, Bichumbi sont passés entre les mains des rebelles. Quelle est votre analyse? Comment trouvez-vous cette stratégie des rebelles à la fois d'être ouverts au dialogue et encore continuer à avancer sur le plan militaire? Bon, il faut noter que pour le rebelle, c'est une bonne stratégie qui a toujours payé. Ça veut dire qu'ils vont distraire qu'ils vont dans la négociation, mais après ils seront en train d'avancer. Ça va leur donner aussi le temps de bien se repositionner, de bien se réarmer et de bien se renforcer. Et donc, nous avons déjà vu cette stratégie. Vous vous rappelez que même dans les temps passés, on a annoncé de cesser les feux. Et pendant qu'il y avait cessé les feux, de l'autre côté, on se renforçait. Et à un moment donné, quand ils déclenchaient les affrontements, c'était des affrontements très rudes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le temps de se réorganiser. Et donc, pour nous, cette rencontre qui est prévue entre les deux présidents, c'est une bonne chose, mais qui ne produira rien. Parce que ce ne sera pas la première rencontre. Vous savez que même à Luanda, ils s'étaient rencontrés, ils avaient mis sur pied la fête de Luanda, qui n'a jamais été respectée. Est-ce qu'aujourd'hui Kagame va respecter ça? Je ne pense pas. Le moment qu'ils sont en train de dire qu'ils vont dialoguer, mais jusqu'à présent, le Rwanda continue à renforcer, l'Ouganda continue à renforcer. Pas plus tard, hier, avant-hier, ils continuent à envoyer des troupes sur le terrain. Nous apprenons en tout cas qu'ils traversent, que ce soit à Kawanga, dans les Nyiragongo, que ce soit à Bunagana, dans les Bukima, Tchanzu, là-bas, ils continuent à venir en grand nombre. Au niveau de Kitagoma, ils continuent à venir, même avec des armes sophistiquées, des missiles solaires, tout ça. Donc c'est pour vous dire, ils veulent aller là-bas seulement pour distraire, endormir notre armée qui est restée toujours dans la défensive, croyant qu'il y aura quelque chose, et après, elle va nous surprendre. Et donc, moi je crois que si Kagame avait la bonne volonté, il devait respecter en principe la fête de Luanda, retirer ses militaires, accepter que ces panthères ou ces poussins aillent être cantonnés. Et là, on croirait qu'il a la bonne volonté. Du moment qu'il est en train de tomber, qu'il va aller négocier, il va aller parler pendant qu'il a continué à armer. Le représentant Tshisekedi doit être très prudent. Il ne faut pas qu'il accepte encore une fois cette mascarade du président Mandé. Il doit comprendre qu'en tout cas, dans la guerre, il faut qu'il y ait des rapports de force. Il doit plutôt travailler sur la réorganisation de l'armée. Il doit travailler sur l'équipement de l'armée. Il doit travailler sur
l'exfiltration de tous les traîtres au sein de son gouvernement, au sein de son armée, pour espérer imposer la force. Et ce n'est qu'après qu'on peut espérer qu'ils peuvent parler. Mais maintenant, s'ils vont aller parler pendant qu'il y a des gens qui avancent, qu'est-ce qu'il va dire? Il sera en position à genoux. Et là, ce sera comme au bénéfice du mandat. Et tous ceux qui envoient les mandats ici chez nous, parce qu'ils aiment toujours dire quand vous trouvez un chien sous un arbre, il faut faire attention, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sous l'arbre. Donc le mandat d'être ici chez nous, ce n'est pas seulement le mandat, il y a d'autres puissances qui sont derrière, qui lui donnent tous ces moyens, tous ces missiles solaires, tout ça. Président, pouvons-nous continuer à croire que cette guerre, la RDC aujourd'hui est en mesure de régler cette crise militairement? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible dans la mesure où ce n'est pas la première fois que cette guerre se termine par la guerre. Vous vous rappellerez qu'en 2013, on a fini cette guerre par la guerre. Même si on est allé parler après, c'était en fonction des forces qu'on avait parlé. Et aujourd'hui, on est dans la faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise organisation. Donc cette guerre est possible si les gouvernants prennent leurs responsabilités. Malheureusement, nous voyons que la plupart des dirigeants sont dans l'administration. Ils ne font que majorer des émoluments de députés, ils sont dans des discussions pour avoir des ministères. Pendant qu'au Nord Kivu, ça chauffe, pendant qu'au Nord Kivu, il y a la guerre. Non, c'est pas normal. On doit adopter aussi une attitude de la guerre. Donc, on ne comprend pas comment les gens peuvent mieux vivre à Kinshasa pendant qu'il y a une partie amputée du territoire où d'autres personnes ne comprennent même pas qu'il y a la guerre. Il faut vraiment adopter un comportement de la guerre, réduire même les trains de vie des institutions pour donner plus de moyens à notre armée afin d'en découdre avec ces rebelles. Mais les gens qui nous agressent, ils ont des accords aussi avec des pays très puissants. Dans le Congo, ils doivent chercher des pays amis avec lesquels ils doivent signer des accords pour venir l'appuyer. Au lieu de rester dans l'ambiguïté, où on se dit, bon, on veut se montrer comme un enfant docile face aux Occidentaux, qui nous regardent encore dans le dos. Nous pensons que cette façon de faire du gouvernement, de la diplomatie, en tout cas, c'est une façon qui n'arrange pas la situation et qui peut faire à ce que la guerre perdure, alors que c'est une guerre qui, en tout cas, en principe, si on s'y met, même un simple major, un colonel, peut terminer cette guerre dans moins d'un mois. Cette guerre peut se terminer. Parlons-en. Il y a plusieurs activistes ou plusieurs acteurs estiment qu'il y a un chevauchement au niveau du commandement des opérations. Il se peut qu'il y ait une cacophonie, une confusion totale dans le commandement. Quelle est votre analyse? Quelle est votre opinion? Mais bien entendu, il y a ce problème-là. Nous l'avons toujours décrié depuis très longtemps. Ça veut dire, au Nord Kivu, en tout cas, dans le premier temps, c'était d'abord le gouverneur qui était le chef des opérations. Et au moment donné, on a enlevé les opérations, on a nommé un commandant des opérations. Après un temps, il y a le commandant de la région qui est aussi à côté, qui apparemment s'y entre dans les opérations. De l'autre côté, il y a la coordination des VPD, toujours dans les opérations. Et puis on va nommer, par exemple, un coordinateur des opérations qui est en même temps les chargés des opérations au niveau de l'état-major général. Donc on se demande à la fin qui fait quoi avec tout ce pléthore de généraux au Nord Kivu, mais qui en principe semble ne plus maîtriser la situation. C'est pas normal. Et que donc, nous pensons que, en tout cas, on devait tout faire pour non seulement ramener tous ces généraux à Kinshasa, laisser peut-être un seul général ici qui va coordonner et gérer la ultime région et gérer les opérations et qui doit rendre compte à l'état-major général comme d'habitude. Cela va aider qu'il n'y ait pas chevauchement dans la prise de décision et même le retard aussi d'exécution de certaines mesures parce que chacun veut aussi montrer qu'il est en train de travailler et ils sont déjà prêts à mettre les bâtons dans les roues pour empêcher que les autres aient aussi des succès dans le travail. Et bref, avec tout ça, c'est des analyses que nous faisons au niveau de la société civile pour dire, en tout cas, il est grand temps que les commandants suprêmes se penchent autour de cette question, chercher à uniformiser les commandements au sein des FARDC et même réduire tous ces chefs, officiers, généraux, supérieurs qui sont dans la ville et qui en principe semblent ne rien faire pour ce qui concerne ce qu'il y a dans cette guerre. Alors, plusieurs pays de la communauté internationale soutiennent le dialogue. Au même moment, ce même pays est en train de financer d'une manière ou d'une autre appui en bilatéral ou je ne sais pas en quelle manière le Rwanda. Quel est votre point de vue face
à notre attitude de vouloir comprendre ou écouter la voix de la communauté internationale du dialogue. Au même moment, cette communauté internationale qui finance le Rwanda, qui a été démontré comme un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Ah oui, c'est cette hypocrisie de la communauté internationale que nous sommes en train de dénoncer ici, devant votre micro. Vous avez appris que l'Union européenne a signé même un contrat minier avec le Rwanda. C'est pas normal. Du moment qu'elle-même acquise le Rwanda de venir piller les ressources au Congo, mais l'Union européenne va signer des accords. La France va donner des millions de dollars à l'armée. Les États-Unis vont encore une fois financer. Chose drôle, c'est que même les Nations Unies ne parviennent pas à prendre des décisions sincères et les imposer. Vous avez appris comment le M3 a tiré sur les hélicoptères même de la MONUSCO. Ils ont tiré un bandit où il y a eu même de 8 casques blessés et il y a eu même des morts. Donc, vous avez appris que c'est un peu partout où ils tirent sur la MONUSCO. Mais ils se mettent que sur des condamnations, mais sans prendre des sanctions. Non, ça c'est vraiment hypocrite. Vous apprenez comment, au niveau de la Palestine, c'est les États-Unis et c'est l'Union européenne qui condamnent l'Israël, qui voudraient qu'en tout cas l'Israël quitte obligatoirement en Palestine. Mais chez nous, on n'a jamais vu une condamnation du mandat pour l'obliger de quitter chez nous. Vous voyez en Ukraine comment on est en train d'envoyer des milliards et des milliards. Vous avez suivi Trump qui a dit que chaque fois que Zelensky fait une tournée aux États-Unis, il rentre avec pas moins de 50 milliards de dollars. Mais chez nous, on donne quoi? Non. En fait, il faut dire clairement que notre pays doit prendre position vis-à-vis de ces grandes puissances. Ça veut dire des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre. Ce sont ces pays-là qui nous rendent la tâche difficile, qui appuient le Rwanda, qui appuient l'Ouganda pour venir nous agresser. Et de l'autre côté, ils veulent nous dorloter en montrant que voilà, ils veulent soutenir la paix. S'ils veulent soutenir la paix, pourquoi ils n'ont pas imposé ces dialogues au niveau de l'Ukraine? Pourquoi ils n'ont pas imposé ce dialogue au niveau d'Israël? Donc, moi je crois qu'à un moment donné, nos dirigeants doivent comprendre qu'ils sont indépendants. Ces pays, en tout cas, n'est pas une province des États-Unis. Ces pays n'est pas un État de l'Union européenne pour continuer à suivre à la loupe ce qu'elles veulent nous commander. Non, on n'est pas des sous-hommes, on est des pays indépendants. On doit s'assumer comme pays indépendant, comme pays souverain. C'est à nos dirigeants de comprendre leurs responsabilités, de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'aller s'occuper devant ces blancs-là qui continuent à nous agir. Et ça doit commencer maintenant par l'organisation interne. Vous avez vu au Burkina Faso, vous avez vu au Niger. Vous avez les choses marchent. Je pense qu'ils ont eu des dirigeants capables de s'assumer. Nous pensons que ce pays a besoin d'un dirigeant qui s'assume, qui prend la position clairement pour défendre son pays afin d'arriver à un développement sincère. Un message aux autorités, un message à toute la population déplacée ici à Goma et même la population qui est sous le contrôle des rebelles M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Aux autorités, en tout cas de ce pays, nous pensons qu'il est grand temps de quitter en tout cas la distraction dans laquelle elles sont, Kinshasa un peu partout. Elles doivent quitter cette distraction. Ne pas penser qu'il y a des gens qui souffrent à l'Est, c'est quand même quelque chose qui dénature même leur pouvoir. Nous pensons qu'ils doivent faire tout pour non seulement même les trains des vies des institutions. C'est quand même anormal qu'il y ait des députés pendant qu'il touche 20 000, qu'on a un qui va avoir 33 000, pendant qu'il y a un militaire qui n'a pas 100 $, il y a un enseignant qui ne touche rien, il y a un infirmier qui ne touche rien, il y a des populations qui sont dans des camps de déplacés qui ne sortent pas l'assistance comme il se doit. C'est quand même pas normal. Ils doivent s'assumer, renforcer la sécurité pour qu'on arrive quand même à terminer cette guerre. Aux populations déplacées, je pense qu'il est grand temps de continuer à s'unir avec le gouvernement, de continuer à appuyer les opérations qui se font et surtout d'être très vigilant et à ne pas se laisser tromper par ces vendeurs de vendeurs M23 AFC qui pensent qu'ils peuvent en tout cas emballer tout le monde dans leur bêtises. Nous pensons qu'il est grand temps que la population doit dénoncer sérieusement ces bandits qui peuvent les distraire et vouloir les séparer de leur gouvernement. Aux populations qui sont sous l'M23, d'abord nous disons pour les, pourquoi? Parce qu'ils traversent un moment aussi très difficile, mais nous pensons qu'ils ont l'obligation de patienter le temps que le gouvernement se mette en place pour qu'elles soient aussi libérées et être bénéficiaires de la sécurité et de tous les autres droits humains reconnus pour les populations congolaises. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci.